Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de la Transat Jacques Vabre. On va revenir sur le classement. Du côté des ultimes, les 3 derniers ultimes sont arrivés hier soir, vers 22h40, vers 22h plutôt, heure du continent pour Gitana, et puis dans la nuit pour Actual et Sodebo. Et puis on parlera des autres catégories où là c'est encore la bagarre, avec un match qui s'est un peu resserré du côté des Ocean 50. Des trajectoires surprenantes du côté des classes 40. Enfin voilà, on va étudier tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, pardon. Et puis, il y aura des vidéos sur le cyclisme également, peut-être en fin de semaine et surtout la semaine prochaine avec le début des top 10 qui sont en cours ils sont écrits. Je suis en train de récupérer les images, tout simplement, pour mettre un petit peu habillé toutes ces différentes vidéos. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thanks. On commence tout de suite avec donc les ultimes. Les 3 derniers ultimes sont arrivés. Avec Gitana qui est arrivé donc en 16 jours, 9h, 5 minutes et 43 secondes pour Charles Caudrelier et Erwan Israël. Et en fait, ce qui était intéressant pour les arrivées de ces 3 concurrents, c'était de savoir pourquoi Gitana et Sodebo avaient eu des vitesses qui n'étaient pas si fantastiques que ça, et surtout l'écart de performance par rapport à Banque Populaire, SVR, Lazartigue. Et en fait, Maxime de Rothschild, il a expliqué que le fameux piqué, au bout d'1 minute 40, 2 minutes de course, eh bien, il a eu des conséquences pendant quasiment toute l'épreuve. En fait, ils ont eu un problème de foil à ce moment-là. C'est ce que disait Charles Caudrelier en interview à la revue. Vous pourrez retrouver les interviews sur le site de la Transat Jacques Vabre. Donc en fait, ils avaient fait un planté, ils ont dû réparer un problème de safran, et en fait, ils s'en sont rendus compte lorsqu'ils ont renvoyé la grand voile en manche. C'est ce que dit Charles Caudrelier. Encore une fois, c'est ses propos. Le bateau était imbarrable. On a trouvé quelques astuces en réglant les safrans un peu différemment. En bâbord à mur, ça allait, mais en tribord, c'était extrêmement difficile. Et ensuite, ils ont eu un deuxième problème de barre parce que ça a recassé une deuxième fois. Donc là, ça a été compliqué. Et ils se sont en fait aperçus qu'ils avaient un problème de foil juste avant le poteau noir. Voilà, juste avant le poteau noir, ils ont vu qu'ils avaient du mal à trouver de la vitesse. Ils ont regardé un petit peu à droite à gauche, puis ils ont trouvé le problème de foil. Et ensuite, il y a eu la casse du système de barre. Il a fallu pour cela réparer et tous ces différents problèmes entre le fait qu'il y avait un safran défaillant, le foil qui avait des problèmes, plus la barre. Ça leur a fait des grandes difficultés, mais il le disait Charles Caudrelier qu'il a quand même été impressionné par la vitesse au portant de Banque Populaire et par la vitesse auprès de SVR Lazartigue. Vu comment il l'a annoncé, c'est que ça l'inquiète quand même un petit peu dans cette bagarre avec ces autres bateaux. Mais voilà, il l'a dit, on n'a pas été à 100% du bateau, à 100% des capacités du bateau. Vous savez qu'il y a des routages. Alors les routages, c'est un petit peu compliqué, mais on utilise une polaire. Une polaire, c'est en fait le potentiel du bateau maximum. C'est-à-dire que le bateau a une sorte je sais pas comment dire, une sorte de routage, on va dire, une sorte de vitesse, de puissance qui est pris en compte quand on fait des routages. Et cette polaire-là, qui dépend de la force du vent, des voiles, de la puissance du bateau, tout simplement, cette polaire. Et bien au départ, c'était à 90% de la polaire, et ils ont fini à 70% au niveau des routages. C'est-à-dire que, grosso modo, en traduction, le bateau n'avait que 70% de ses capacités sur la fin. C'est pour vous dire quand même la baisse de performance qu'a eu Gitana. C'est vrai j'étais quand même surpris. Pas que Gitana termine 3e, parce qu'encore une fois, Banque Populaire a été très bon dans le poteau noir et SVR Lazartigue, bon. Mais de voir le manque de performance à certains moments sur la fin de course qu'a eu
Gitana, et on comprend mieux ce manque de performance, et on comprend mieux pourquoi ils ont tenté un coup auprès avant l'île d'Ascension, parce qu'ils savaient qu'après ça allait être compliqué à partir du moment où la situation se dégradait au fur et à mesure de la course. C'est vraiment le bateau se dégradait, et il a dit, Charles Le Caudrelier, il a pris aucun plaisir à barrer sur cette course, parce que il aime pas, hein, on l'avait vu déjà des extraits vidéo avec Franck Camas, quand le bateau est pas à 100%, il aime pas ça. Et il l'a dit, quand le bateau est pas aérien, lui ça lui plaît pas, hein. Ce qu'il aime, c'est sur ses yeux ultimes, c'est d'être très aérien, de pouvoir voler sur l'eau. Et encore une fois, bah là, dans certaines conditions, c'était très compliqué. Sodebo également, qui est arrivé quelques heures après du côté de Sodebo, qui a eu aussi des problèmes techniques. Donc qui est arrivé 6 heures après Edmond de Rothschild, avec pas mal de soucis techniques qui sont arrivés sur la deuxième partie de course pour ce bateau, avec notamment des soucis de safran. Là aussi, c'est-à-dire que le safran côté tribord n'avait plus de plan porteur. Un safran, pour vous imaginer, c'est un peu, hop là, comme ça. C'est un peu comme un foil, le safran. Là, vous avez ce qui permet de diriger, et ça, c'est ce qui permet de faire voler le bateau. Et bien, si vous n'avez plus de plan porteur, hop là, le safran, et ben, il vous permet encore de faire pivoter le bateau, mais il ne vous permet plus de faire voler le bateau. Ce qui fait que les ultimes, qui sont des bateaux qui sont volants sur 2 points, c'est-à-dire sur les foils au milieu du bateau et sur l'arrière avec les safrans, eh bien, ne peuvent plus voler dans ces conditions-là. C'est pour ça que les vitesses, encore une fois, étaient moins bonnes du côté de Sodebo. Surtout, ça change l'équilibre du bateau dans ce genre de situation. Et bon, ils l'ont annoncé également en interview, mais ça, on le sentait un petit peu, même s'ils ne voulaient pas le dire, que le souci également, c'est qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'entraînement, et ils savaient dès le départ que ça allait être compliqué en termes de réglage, parce qu'il leur manquait des situations de réglage. Ils n'avaient pas assez d'expérience avec ce nouveau mât qui était plus grand. Et comme en plus, ils ont eu les problèmes techniques avant les portions où il y avait un peu moins de vent et de navigation auprès, parce que ce nouveau mât plus haut doit leur permettre de les aider, notamment dans des situations de vent un peu moyen, c'est-à-dire de vent pas exceptionnel, pour tenter de faire voler beaucoup plus facilement le bateau, et notamment de navigation auprès. Et le problème, c'est comme ils avaient plus ce plan porteur pour faire voler le bateau, ils n'ont pas pu savoir en fait si ça marchait, le nouveau mât, donc ça c'est en plus dommageable, mais voilà, il était énervé. Voilà, ça a été cisaillé par un OFNI. Mais voilà, ils n'ont pas voulu le dire, mais ils savaient que, voilà, eux ils savaient dans leur équipe qu'il y avait un souci sur le bateau. On avait des doutes à un moment, parce que c'est vrai qu'on voyait les vitesses qui étaient vraiment pas bonnes. Bon, je savais pas si c'était parce qu'un manque d'expérience sur le bateau, un problème d'équilibre, parce que comme il avait parlé assez vite, Thomas Coville, avant la molle qu'il y avait eu aux alentours de Madère, il avait dit qu'ils n'arrivaient pas à équilibrer le vol du bateau. Et moi je me disais que c'était peut-être un problème comme ça, avec le changement de mât, qu'ils n'arrivaient pas à retrouver l'équilibre naturel du bateau, qu'ils n'arrivaient pas à faire voler le bateau correctement. En fait non, c'était des problèmes de safran. Donc ça a été le vrai souci. Et puis Anthony Marchand et Thierry Chavani, qui sont arrivés un peu plus tard, l'écart n'est pas énorme, ils sont arrivés en 16 jours, 20 heures et 22 minutes, donc à 9 heures. 27 heures continent ce matin. Eux, ils ont eu une course, ils le disaient, sans problème. Ils ont voulu pousser le bateau, ils ont dit, voilà, on a poussé le bateau à 100%. Les foils sont plus fiables, déjà. Donc c'est une bonne satisfaction. Donc des foils sont plus fiables. Le bateau est mieux en vol. Ils disaient, ils ont encore besoin de réglage. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir les clés. Voilà, avec 15 jours de navigation, tu commences à avoir les clés, mais il leur manque encore des petits éléments de réglage au niveau de ce bateau. Mais j'étais plutôt satisfait de leur course, parce que, encore une fois, pour moi, autant Sodebo et Gitana, c'est une déception, autant Actual, pour moi, ils sont à leur place. Voilà, ils ont le bateau qui est techniquement le moins performant de la flotte. C'est le bateau qui est un peu plus âgé que les autres. Et ils ont retrouvé vraiment un équilibre qui était plutôt satisfaisant sur la fin. Donc avec encore un petit travail de réglage, ça devrait être pas mal.
Et puis pour Anthony Marchand, c'était une première aussi d'être le vrai leader du bateau actuel. Donc ça change un petit peu la donne par rapport à d'habitude. C'est vrai que c'est un skipper qui est un peu moins expérimenté et ça va faire pareil avec Tom Laperche qui va être le leader du projet sur SVR Lazartigue sur le Tour du Monde en solitaire. Et comme le disait Sodebo, ce qui va faire la différence certainement sur ce Tour du Monde, c'est le bateau qui arrivera à garder le plus d'impadices le plus longtemps possible. Et il a dit, c'est vrai que nous, en ce moment, on n'a pas de chance parce que sur les 2 dernières transats, on a tapé, alors que, encore une fois, il reparlait de son Tour du Monde, son début de Tour du Monde où il s'était arrêté au Pacifique, où il avait dit on avait fait 30 jours de navigation où il n'y avait eu aucun problème, on n'avait absolument pas tapé. Là, ça fait 2 fois quasiment d'affilée qu'ils tapent un OVNI. Et c'est vrai qu'ils vont taper certainement des OVNIs, il va falloir des foils résistants. Des safrans résistants également, et puis les conditions de vent dans les mers du Sud, c'est des bateaux qui ne sont pas habitués, encore une fois, à aller dans les mers du Sud. C'est des bateaux qui n'ont jamais vraiment été énormément dans les mers du Sud. Donc ça va être aussi intéressant de voir comment ces bateaux vont se comporter avec du vent très fort, des conditions de mer qui ne sont jamais simples. Notamment avant le Chili, quoi. Vous avez toute cette zone-là à la sortie du Pacifique. Avant, j'ai oublié le nom, avant certains caps, c'est compliqué, quoi. Et puis il me l'indique pas, bien entendu. Le cap au Chili, j'ai oublié le nom, mais je vais le taper tout de suite parce que bien entendu, ça va pas me revenir. Cap Chili. Comment ça? Le Cap Horn, voilà. Puis non. Mais avant le Cap Horn, vous avez toute une situation au niveau du Cap Horn et avant, où c'est très compliqué, où la mer est très dure du côté du Pacifique. Et puis vous avez l'océan Indien. La mer est très croisée dans l'océan Indien et c'est une situation qui est assez casse-bateau. Bon, on passe tout de suite du côté des Ocean 50, après ce point du côté des ultimes. Du côté des Ocean 50, c'est la bagarre. C'est la bagarre, alors... Réalité, c'est rapproché, mais comme vous pouvez le voir, réalité est plus proche de l'orthodromie que le bateau Solidaire en peloton qui est descendu très au sud, Solidaire en peloton, mais qui a l'avantage qu'il ne va pas être obligé de faire beaucoup de manœuvres jusqu'à l'arrivée en Martinique, alors que ses petits compères qui sont restés un peu plus proches de l'orthodromie, que ça soit Viabilis Océan ou Réalité, eh bien vont devoir faire beaucoup plus de manœuvres. Ils vont devoir vraiment tirer des bords pour arriver jusqu'à la Martinique, ce qui demande un peu plus de travail et un peu plus énergivore. Du côté des moyennes, donc c'est 17,3, 16,4 pour Réalité et donc c'est 16,1 pour Solidaire en peloton. Donc comme vous le voyez, les concurrents reviennent sur lui un petit peu, mais sur les 4 dernières heures, on a 17,8 pour Solidaire en peloton contre 21,3 pour Réalité et 17,3 pour Viabilis. Mais encore une fois, avec une différence majeure, c'est que Réalité est beaucoup plus proche de l'orthodromie que Solidaire en peloton sur cette fin de course. Il devra arriver demain. Normalement, on est à 573 000 nautiques de l'arrivée pour Solidaire en peloton. Donc ces 3 concurrents-là devraient arriver demain soir, donc jeudi, heure continent, alors que du côté de la Martinique, ça sera peut-être en début de soirée pour ces 3 bateaux-là. Voilà, parce que 570 000 avec des bateaux qui vont quand même à 22, ça va quand même assez vite sur ces bateaux-là. On va voir la situation climatique dans les prochaines heures. Dans 13 heures, le vent va se renforcer. C'est vrai qu'il a l'air de se renforcer un peu plus au niveau de l'orthodromie. Donc je pense qu'à ce moment-là, Solidaire en peloton saura remonter un petit peu plus un peu plus de vent. Puis si on regarde dans 25 heures, le vent restera assez fort avec quand même une petite zone de molle là qu'il faudra donc je pense éviter, un petit peu plus molle mais qui n'est pas non plus avec du vent peu fort, mais voilà, sur la fin il y aura suffisamment de vent pour pousser ces bateaux jusqu'à la fin et ça va être très intéressant la bagarre en Ocean 50. C'est dommage qu'on ait eu que 3 bateaux, que Primonial, l'horaire médecin et Coesio a abandonné, mais on a quand même une bagarre assez serrée. Je pensais que Solidaire en peloton prendrait un peu plus avantage. Ils avaient pris un peu l'avantage au niveau du Cap-Vert. Mais c'est vrai que depuis, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, les écarts se sont stabilisés dans cette catégorie.
Du côté des IMOCA, toujours cette bagarre entre les sudistes et les nordistes, mais du côté des nordistes, il n'y a plus que Justine Métro, qui est 6ème pour le moment, qui va prendre une énorme dépression dans la tête. Là, vous voyez, là, ça, elle va se le prendre. Mais ça va peut-être l'aider un petit peu à se propulser vers la Martinique. Mais bon, ça me semble quand même une voie compliquée, la voie de Justine Métro. Après, pour le top 10, c'est encore viable, parce que Justine Métro est à 114 000 nautiques, le 10e est à 312, c'est-à-dire qu'elle a encore 200 000 nautiques d'avance sur un Giancarlo Pedoté, en sachant quand même que les alissés des mers du Sud sont pas aussi puissants sont pas très puissants là. On le voit, tous les bateaux, alors ils n'ont pas des moyennes horribles, mais 16 nœuds. C'est des bateaux qui sont capables d'aller plus vite, les IMOCA foiler. Donc vous voyez que Justine Métro est à 13 nœuds 6 et 8 nœuds 9 sur les 24 dernières heures, contre 16 nœuds, contre 4 people. Mais le problème de Justine Métro, c'est que voilà, vous voyez les grosses dépressions qu'elle se prend, et je pense que le bateau, on teste bien la fiabilité du bateau avec cette voie nord depuis le départ, et puis je vois pas comment elle va traverser cette zone-là en fait. Moi, ce qui m'inquiète, c'est cette grosse zone de molle qui ne bouge pas énormément depuis le début de la course. Derrière, donc, on retrouve la bagarre avec Thomas Ruyant qui a pris un petit peu d'avantage sur ses compères, notamment Johan Richomme qui hier était descendu très au sud, a fait un peu moins de manœuvres que ses petits camarades. Derrière, on retrouve toujours un beau paquet avec Charal, avec Force de Planète Sam Goodchild qui fait une énorme remontée, quand même la course de Sam Goodchild, vraiment impressionnante. Donc avec Charal qui a perdu un petit peu de temps, et puis Initiative Cœur avec Sam Davis et Jack Boulter. Tout ça, ça se tient en pas grand chose quand même. Mais vous voyez, on est sur une très belle moyenne. Sam Goodchild, 16 nœuds 7, c'est plus rapide que tous les autres bateaux. En ce moment, derrière, on retrouve Maxime Sorel, 15 nœuds 7 sur les 24 dernières heures, qui a eu un problème de hook de Jenaker. Donc c'est le crochet qui permet de tendre vraiment complètement le Jenaker. Et le problème, c'est qu'il s'est cassé, ce hook, donc ce petit crochet qui permet de tenir cette voile. Et en plus, la voile est tombée dans l'eau, et pas de chance, elle s'était enroulée autour du foil. Donc très compliqué à démêler. Il a fallu Christopher Pratt pendant 2 heures. Quasiment le bateau s'arrête complètement pour que Christopher Pratt essaye de tout démêler. Ça a coûté de l'énergie à Christopher Pratt, mais pour le moment, sur la moyenne, sur les 4 dernières heures, on est à 22,7, donc ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est pas le bateau le plus rapide, en ce moment. Le bateau le plus rapide, c'est Force the Planet, Sam Goodchild. Encore une fois, qui est à 22 nœuds 8, donc là, c'est pas mal dans cette catégorie, quand on est à 22 nœuds 8. Et puis Malaisien, Boris Herman aussi, qui fait une petite remontée, qui fait une belle course, Boris Herman dans le bon paquet. Clarisse Kremer, qui commence à être légèrement distancée de ce paquet-là, mais qui fait également une belle course. Je rappelle qu'elle n'en a pas fait beaucoup de courses avec un foiler dans cette catégorie IMOCA, avec un bateau qu'elle ne maîtrise pas encore complètement. Donc c'est pas mal quand même ce qu'elle réalise, avec une trajectoire qui est un peu différente. En plus, ce qui est intéressant avec Clarisse Kremer, c'est qu'elle a tenté des petits trucs en termes de navigation, ce qu'elle ne faisait peut-être pas avant avec Banque Populaire. Donc elle a pris de la confiance, et ça c'est bien. Derrière, on retrouve Romain Attanasio en bagarre avec Benjamin Dutreux. Et puis Giancarlo Pedoté, donc 20 nœuds sur les 4 dernières heures, 14 nœuds 5 pour Benjamin Dutreux, et du côté de Romain Attanasio, on est à 18 nœuds 4. Belle course également de Romain Attanasio, avec Arnaud Boissière également, qui est dans le début du top 15. Alan Roura qui remonte dans le classement, avec une belle bagarre aussi avec Violette d'Orange et Conrad Coleman du côté des bateaux à dérive. Pour savoir lequel des deux sera performant. On voit Louis Burton qui a choisi la même stratégie que certains concurrents des classes 40. Alors pour tout vous dire, j'ai du mal à comprendre pourquoi il essaye de remonter aussi haut, parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas beaucoup de vent dans les heures à venir, mais peut-être que je n'ai pas compris la stratégie de Louis Burton sur Bureau Vallée et des quelques classes 40, notamment il y a Groupe Smith qui a pris la même trajectoire. J'ai du mal à comprendre. Alors
la seule intérêt, c'est de se rapprocher de l'orthodromie, donc de faire un peu moins de chemin, mais j'ai l'impression que le vent ne sera pas exceptionnel dans ce coin-là. Et puis du côté de la voie nord, eh bien vous avez toujours cette bagarre avec Louis Duc et Guirec Soudé du côté de cette voie-là, Benjamin Ferré également du côté des bateaux à dérive. C'est compliqué pour Sébastien Simon qui a vraiment pas des bonnes moyennes sur 24 heures. Alors je pense qu'il y a dû avoir un problème sur le bateau quand même, parce que depuis Santa Maria, la moyenne est vraiment catastrophique, surtout si on compare à Justine Métro. Les deux étaient côte à côte à Santa Maria, quasiment, et depuis, l'écart s'est énormément croisé, parce que là, il est à 422 000, voilà, il y a 100, 300 000 d'écart, donc j'ai du mal à comprendre, et surtout Pipe Air, Louis Duc, tout ça commence à lui repasser, donc je pense qu'il doit y avoir un petit souci technique sur son bateau. J'espère pas un problème de foil, parce que c'est quelqu'un qui a déjà eu énormément de soucis, Sébastien Simon, avec ses foils à l'époque où il était chez Arkea. Et puis la remontée de groupe Apicil avec Damien Seguin. Il y a eu encore des réparations à faire avec Laurent Bourg, atelier réparation sur ce bateau. Et puis Emma CSF, compliqué la course de Emma CSF avec Isabelle Yoshke et Pierre Brasseur, problème technique. Et puis Lazare, qui va vite, 10-9-8 quand même pour Tanguy Le Turquet avec Félix de Navassel. Et qui se retrouve dans une dépression qui va certainement toucher la France dans les heures à venir. Le mois de novembre est très pluvieux du côté de la France. On va regarder la météo dans les prochaines heures. On revient sur la flotte ici. On va regarder dans 13 heures. Donc vous voyez Justine Métro qui va vraiment se prendre une énorme dépression dans la tête avec une situation où on sera autour de 40 nœuds de vent avec une mer qui va être quand même pas très sympathique pour Justine Métro. Et puis sur la voie sud, vous voyez ce vent qui a tendance à mollir, ces alizés qui ne sont pas faciles à attraper. C'est le cas depuis quelques temps quand même en novembre d'avoir des alizés dans les mers du sud qui ne sont pas évidentes à aller chercher, surtout pour les IMOCA. Et puis dans 25 heures, ce vent qui va continuer, ce vent mou qui va continuer, on va dire un petit peu à suivre les IMOCA dans la voie sud. Et du côté de Justine Métro, elle aura enfin du vent qui sera intéressant pour elle, sera je pense à peu près ici, donc enfin du vent qui va un petit peu la pousser, mais bon, la situation va peut-être un peu se décanter du côté de la Martinique, mais ça va quand même pas être évident pour Justine Métro pour aller chercher la gagne. Par contre pour un top 10, elle est toujours bien partie, parce que après cette grosse dépression, c'est vraiment le dernier moment je pense de mer intense qu'elle va devoir passer. On passe aux classes 40. Hop, je reviens avec ma petite météo plus une heure. Du côté des classes 40, la Grande Pirelli en tête de nouveau, avec Ambrogio Beccaria et Nicolas Andrieux, donc dans la voie des sudistes. On retrouve également dans cette voie-là Café Joyeux avec Nicolas Dété. On retrouve aussi Project Rescue Océan. On a également Ipsa avec Alberto Bona. La plupart sont restés sur cette voie sud. Sur la voie nord, on a des petits copains qui ont décidé de prendre la voie nord. Moi, j'ai pour l'instant pas compris l'intérêt, mais bon, je dis quand même qu'il y a Xavier Macaire et Pierre Le Boucher. Il y a Gildas Mahé et Achille Nebou également. Et Yann Lipinski et Antoine Carpentier qui ont choisi cette voie-là, qui me semble plus compliquée parce que moins de vent. Après, on va voir dans les heures à venir. C'est vrai que la situation va pas s'améliorer beaucoup pour les classes 40 qui vont se retrouver encore une fois dans une zone avec pas beaucoup de vent, donc ça va pas être facile. Et ce qui fait que la classe est très resserrée, encore une fois. On a 13 bateaux qui sont en 100 000 nautiques. Donc c'est vraiment une belle bagarre avec la Boulangère Bio qui a 100 000 nautiques, la Boulangère qui est sur la voie sud, pour tout vous dire. Donc c'est vraiment impressionnant de voir la bagarre dans cette catégorie d'une flotte qui s'est vraiment resserrée. Vu qu'ils sont 17 en 160 000 nautiques. Le dernier qui ferme cette marche, c'est Estelle Grec et Mathieu Jones sur Alternative Sailing. On a Centracor qui est toujours dans le bon paquet, Edenred, Crédit Mutuel, la Boulangère Bio, Amty, Vogue avec un Krone, belle performance pour ce bateau. Donc là il y a une belle bagarre, on va voir la météo dans les prochaines heures. Vous voyez là encore, j'ai du mal à comprendre pourquoi vouloir monter autant au nord. Parce que voilà, vous voyez le vent, il y a toujours cette zone là. Autant Justine Métro, elle va peut-être être propulsée de là comme ça un petit peu, on va dire, après avoir passé cette dépression là, elle aura un petit peu de vent qui va la pousser vers la Martinique. Mais là j'ai du mal à comprendre pourquoi on est monté autant au nord, mais bon,
Peut-être qu'on aura des informations sur les vidéos de bord de ces concurrents-là, mais bon, il n'y en a pas tant que ça des vidéos de bord, on n'est pas sur un Vendée Globe, et puis c'est moins bien organisé que sur le Vendée Globe. Il y a des petits délais sur les vidéos, parfois ça met un jour avant d'arriver sur la page YouTube de l'organisation. Bon, bah nous, on se retrouve avec cette incertitude, cette incompréhension du côté des classes 40. Dans les heures à venir, on verra ça demain, donc avec le débrief de la journée numéro 19. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.